Bien, je suis à Rouen ce matin à la demande du président de la République, d'abord pour adresser mon soutien le plus important à la ville de Rouen, monsieur le maire, pardon, et bien sûr aux juifs de Rouen et à travers monsieur le président à tous les juifs de France pour qualifier ce que politiquement, je me permets de le faire non juridiquement, ce qui est évidemment un acte antisémite qui s'en prend à un lieu sacré pour la République. C'est un lieu de culte, une synagogue. Nous avons à plusieurs reprises eu l'occasion d'alerter, en lien parfait je crois avec la communauté, des violences nombreuses que connaissaient nos compatriotes juifs, inacceptables, ignobles, pour lesquelles la République met des moyens considérables, mais justes, pour protéger les femmes et les hommes, et bien évidemment les bâtiments, qu'il s'agisse des lieux de culte, qu'il s'agisse des écoles ou des commerces communautaires. Ici, cet acte antisémite à Rouen nous touche tous profondément, et je veux redire en cette veille de Shabbat que nous sommes au ministère de l'Intérieur extrêmement déterminés à continuer à protéger l'intégralité, où qu'ils se trouvent, des Juifs de France qui doivent pratiquer leur religion sans peur, sans crainte, qui trouveront toujours des policiers, des gendarmes, des policiers municipaux pour les protéger intégralement, parce qu'il n'y aura pas plus heureux qu'un croyant en France et pas plus heureux qu'un juif en France, monsieur le président. Ce matin très tôt donc, je suis très fier d'être ministre de l'Intérieur, puisque, comme j'ai eu l'occasion de le dire à monsieur le maire, que je remercie pour son soutien et grâce aux moyens de vidéoprotection de la ville également, comme j'ai remercié également le président du conseil départemental pour l'action des sapeurs-pompiers. Ce matin très tôt, des policiers très courageux sont intervenus pour aider les sapeurs-pompiers qui, quelques secondes après le début de l'incendie, sont intervenus pour éteindre le plus possible le feu, sauver ainsi, je crois essentiellement la présidente du lieu de culte à Rouen. Des policiers ont sécurisé non seulement l'intervention des pompiers, mais ont fait face à un individu particulièrement dangereux, particulièrement violent, qui, au procureur de la République a eu l'occasion de faire un point sur l'enquête, s'en est pris à eux et les menacer physiquement. Et je veux saluer ici d'abord la grande réactivité de la police nationale tôt ce matin, en remerciant monsieur le préfet et la police nationale d'appliquer les consignes que j'ai données voilà plusieurs mois de patrouille à proximité des lieux de culte. Ce lieu de culte n'était pas ouvert, ce qui expliquait pourquoi il n'y avait pas de présence physique, mais il est évident que même lors des moments où les choses sont enfermées sans personne, les patrouilles doivent rester extrêmement vigilantes, ce qui a été le cas très tôt ce matin ici à Rouen, et donc j'en félicite tous les représentants de la République d'application de ces instructions strictes. Et en quelques secondes, donc, la police par 2 patrouilles est arrivée à quadriller le site, et cet individu, sans doute après avoir mis le feu, l'enquête le dira, a foncé avec un couteau extrêmement important sur un jeune policier adjoint de 25 ans, qui, de ce que j'en sais, et je voudrais le dire en tant que chef, a été extrêmement courageux, extrêmement professionnel. Moi, je voudrais le féliciter ici et lui dire qu'il sera décoré par la République pour son soutien à la protection des lieux de culte et des personnes. Il a fait usage de son arme administrative et je veux dire qu'il a eu raison de le faire, parce que lorsque des policiers ou des gendarmes sont menacés de mort par des gens extrêmement dangereux, quand ils menacent la République, quand ils menacent des Juifs de France, quand ils menacent les femmes et les hommes qui habitent en France, ces policiers et gendarmes ont raison, d'après la loi, le code de déontologie de la police nationale, d'utiliser leurs armes et de ne pas hésiter à se protéger eux-mêmes et à protéger les autres. Ce que je veux dire, c'est que cette personne, dans sa vie administrative, est un citoyen qui n'est pas français. Il est d'origine algérienne, de ce que j'en sais. Il a déposé une demande en préfecture de Seine-Maritime en 2022 de titre de séjour étranger malade, ce qui permet à des citoyens étrangers d'avoir un titre de séjour pour se faire soigner en France selon certaines pathologies, que nous avons refusé ce titre de séjour étranger malade après consultation d'un médecin qui ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, de l'OFI, et nous lui avons signifié qu'il ne peut pas avoir ce titre de séjour. Il a alors fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, même s'il n'est connu ni des fichiers de renseignement pour radicalisation, c'est-à-dire qu'il n'était pas fiché S, ni, je crois, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, connu des services de police, mais je crois, monsieur le procureur, que vous avez précisé qu'il n'était pas non plus connu pour des faits de justice. Il a fait un recours, ce que lui permet le droit, bien évidemment,
Et fin janvier dernier, ce recours n'a pas abouti et le tribunal a donné raison au ministère de l'Intérieur. Il était alors inscrit au fichier des personnes recherchées. Ce que je veux donc dire, c'est que l'ensemble du ministère de l'Intérieur a très bien fait son travail. Et depuis quelques semaines, il était recherché par les forces de l'ordre. S'il avait été interpellé, on aurait évidemment mis cette personne en centre de rétention administrative pour une expulsion envers son pays d'origine. Mais il n'avait pas été contrôlé par ces forces de l'ordre. Je crois que sa situation d'ailleurs personnelle fait qu'il n'avait pas d'adresse indiquée de ce que j'en sais. Donc je veux dire que les forces de l'ordre, non seulement dans leur intervention, étaient exemplaires et que je félicite également Monsieur le Préfet pour avoir fait un traitement administratif d'une personne qui n'était pas connue pour être dangereux, qui n'était pas connue des services de police et de lui pas avoir accordé de titre de séjour alors qu'il était manifestement animé de mauvaises intentions sur le territoire national. Je voudrais terminer par dire, avant de répondre à vos questions, que je veux redire à la communauté juive de France que nous savons que les menaces sont importantes. Je ne connais pas les motivations exactes de cet individu, l'enquête le dira, mais quelles que soient les menaces qui pèsent sur la communauté juive, ils doivent savoir qu'ils sont protégés et que le ministère de l'Intérieur met tous les moyens, et encore une fois partout sur le territoire national, pour protéger la communauté juive, des moyens financiers, les caméras installées parfois par les lieux de culte elles-mêmes, ce qui était le cas ici dans cette synagogue, mais aussi en policiers, en gendarmes, en militaires de l'opération Sentinelle, et que je vais renouveler cet après-midi à tous les préfets que je réunis lors d'une visio, qui était d'ailleurs prévue pour justement préparer ce week-end. Je renouvelle évidemment mes consignes les plus strictes de présence policière et de gendarmes, et surtout de réactivité comme ils l'ont fait pour protéger les lieux de culte et les personnes. Avez-vous des questions ? Est-ce que Rouen faisait l'objet d'une surveillance particulière, la synagogue ? Non, Rouen n'avait aucune information ne m'était remontée dans les services de renseignement, que ce soit la DGSU, des renseignements territoriaux, sur un quelconque acte à Rouen. Vous savez, la difficulté, et moi je ne qualifierais pas de particulièrement juridiquement ce qui s'est passé, ce n'est pas moi qui le qualifie, mais la difficulté des personnes qui commettent des actes qu'on pourrait qualifier de terroristes ou antisémites, qui viennent bousculer l'édifice républicain. Ce sont souvent une menace qu'on appelle endogène dans les services de renseignement, c'est-à-dire des gens qui sont parmi nous, qui ne sont pas reliés très souvent à un organe terroriste organisé, qui ne touchent pas spécialement de l'argent, qui n'ont pas des armes très élaborées, puisque je rappelle que 60% des attentats ou tentatives d'attentats, sans pouvoir qualifier celui-ci comme tel, mais pour vous donner un exemple, c'est avec le couteau, c'est-à-dire une arme extrêmement facile à obtenir et qui est par ailleurs légale. Chacun sait qu'on peut avoir des couteaux chez soi. Et ces personnes et ces individus qui sont souvent radicalisés eux-mêmes, je ne sais pas si c'est le cas de cette personne, passent à l'acte dans des conditions extrêmement difficiles à connaître pour les services de renseignement. Pour autant, je rappelle que depuis 2017, nous avons déjoué 74 attentats d'individus par nature difficiles à détecter. Les menaces plus organisées, telles l'attentat que nous avons connu au Bataclan voilà quelques années, ou celui que connaît par exemple la Russie récemment, qu'on appelle des menaces exogènes, des gens de l'extérieur qui s'organisent avec des financements, avec des armes lourdes et qui interviennent, ce qui est évidemment toujours possible, pour lequel nous travaillons. Évidemment, j'ai eu l'occasion de dire que la menace terroriste était très forte en France, très forte en Europe et très forte en France, mais que nous n'avons pas aujourd'hui de signaux de renseignement qui montrent qu'ils souhaitent toucher un lieu en particulier, et notamment la ville de Rouen. Donc la ville de Rouen n'était pas concernée bien évidemment, mais on sait qu'ils ont l'intention de le faire. En ont-ils les moyens? C'est un autre sujet pour lequel travaillent nos services. Je voudrais terminer par dire, et c'est pour moi très, très important que de l'évoquer, que l'organisation même de nos services de renseignement désormais, le travail quotidien des services de renseignement avec ce qu'on appelle les visites domiciliaires, les mesures administratives en lien d'ailleurs avec la justice pour les mesures judiciaires, nous permet d'interpeller énormément de monde, d'expulser énormément de monde. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, nous avons expulsé plus de 1000 fichiers S qui étaient étrangers, de dégrader des titres de séjour, d'en refuser et surtout de pouvoir protéger physiquement, puisque non seulement il faut pouvoir prévenir ces actes-là, mais il faut bien sûr réagir très vite, comme l'a fait la police ce matin, ce qui évite bien sûr d'avoir des morts dans les forces de l'ordre ou chez les citoyens. On peut imaginer que si quelqu'un avait été à proximité de ce site à 6h30 du matin, il aurait pu continuer sa folle course. Et donc je crois que l'intervention des policiers a été salvatrice et que notamment ce jeune policier a sauvé des vies. Est-ce que la sous-direction antiterroriste a été saisie? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, c'est une question judiciaire et c'est au magistrat que d'y répondre. Est-ce que l'assaillant présumé était la cible d'une OQTF?
Alors, je pense vous avoir expliqué que nous avons refusé son titre de séjour pour étranger malade. Nous lui avons signifié un arrêté de reconduite à la frontière qu'on appelle un départ volontaire. La personne a 1 mois pour partir. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un demande un titre de séjour et qu'il n'est pas connu pour des raisons de violence, ce qui était le cas, il n'était connu ni des services de police, ni des services de justice, ni des services de radicalisation, je ne peux pas prendre un arrêt de reconduite forcé. Mais je demande à ce que les préfets prennent un arrêt de reconduite volontaire. Il a 1 mois pour repartir. Souvent d'ailleurs, une partie de ces personnes repartent. Il a fait un recours contre cet arrêté. Le temps du recours est normal et c'est une démocratie, un état de droit. C'est prévu par nos textes. Et fin janvier dernier, on lui a dit non à son recours, qui a été non évoqué par le tribunal administratif, donnant raison au ministère de l'Intérieur. Il a donc été inscrit depuis quelques semaines dans le fichier des personnes recherchées. Et les policiers et les gendarmes, comme ça se fait d'habitude, quand ils contrôlent des personnes, d'où l'intérêt des contrôles et des contrôles d'identité, ils auraient découvert lors d'un contrôle que cette personne n'était pas légalement sur le territoire national et aurait procédé alors à son expulsion. Ils n'ont pas contrôlé cette personne puisque vous avez compris que les décisions étaient extrêmement récentes. Et donc, de ce point de vue, le ministère de l'Intérieur n'a rien à se reprocher. Simplement, je veux redire la parfaite mobilisation du ministère de l'Intérieur, et notamment grâce à la dernière loi immigration, les moyens désormais que nous avons pour expulser davantage les personnes dans les pays d'origine. Je rappelle que nous avons 35% d'augmentation d'expulsion en plus depuis la loi immigration. Il est évident que cette personne n'était pas depuis très longtemps sur le territoire national de manière irrégulière. Vous venez d'échanger avec les primo-intervenants. Après avoir entendu leur récit, qu'est-ce qui vous fait que vous avez la certitude qu'il s'agissait bien d'une légitime défense? Parce que je suis chef de la police et de la gendarmerie et que mon travail, c'est de soutenir des forces de l'ordre courageuses qui font face à une violence exacerbée dans notre pays et que personnellement, j'en ai marre, comme beaucoup de Français, des critiques contre la police. Je suis le ministre de l'Intérieur de la fermeté et bien sûr, ils doivent répondre de leurs actes comme tous les fonctionnaires devant la justice qui est indépendante, qui fait ses enquêtes, mais j'ai le droit d'avoir mon opinion pour dire que quand on est un jeune policier qui s'engage à 24 ans pour la République, qui était policier adjoint, donc voilà, un jeune adulte qui se lève très tôt le matin, met l'uniforme de la République, envie de protéger ses concitoyens, était dans sa rue, comme chacun des policiers était dans sa rue. Je rappelle que d'ailleurs il y avait dans cet équipage un chef qui a fait son travail de chef avec ses hommes et qui a, lorsque cette personne est arrivée avec un couteau à quelques centimètres de lui, utilisé son arme administrative, je pense qu'il a fait son travail. Et que plutôt que, comme je l'ai pu voir depuis ce matin dans les déclarations, se poser des questions pour savoir pourquoi cette personne a été neutralisée par la police, on devrait féliciter cette personne. C'est pour ça que, ayant marre de ce procès systématique contre les forces de l'ordre, j'ai décidé désormais de décorer ce policier parce que je considère qu'il a fait son travail. Alors ensuite, il faut savoir que partout en France, les policiers et les gendarmes, dans d'autres circonstances souvent moins médiatiques, des violences intrafamiliales où les policiers et les gendarmes sauvent des femmes victimes de violences, parfois utilisent leurs armes contre les agresseurs, des personnes qui encore récemment en Normandie s'en sont pris de manière extrêmement sauvage à l'administration pénitentiaire. On doit dire stop à cette violence. Et donc les soutiens très forts que j'apporte aux policiers et aux gendarmes n'est pas qu'un soutien matériel, c'est aussi un soutien, je le dis, politique. Ils font leur travail, ce sont des fonctionnaires qui, pour pas grand-chose à la fin du mois, risquent leur vie tous les jours. Et moi qui ai souvent l'occasion de présider aux obsèques des fonctionnaires qui sont sous mon autorité, je ne suis pas lâche et je veux le soutenir. Parce que je ne suis pas un chef qui se met derrière en attendant des comptes rendus, je suis un chef qui se met devant pour protéger les Français. Il n'était pas présent là en face de nous aujourd'hui. La procédure est toujours en cours le concernant. C'est monsieur le procureur de la République s'est exprimé, je fais toute confiance en la justice de notre pays. Il y a une procédure qui est normale et légale dans les textes, je n'ai pas à la commenter, mais j'ai le droit d'avoir un soutien pour mes fonctionnaires. Est-ce que la garde à vue a été levée à l'heure où on se parle en fait, justement, monsieur le procureur? L'audition doit se terminer avant qu'elle puisse être levée. Merci beaucoup. Merci.